Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous qui nous écoutez aujourd'hui. J'ai le plaisir de recevoir David Combe. Salut David. Salut, comment vas-tu ? Très bien et toi ? Ah, nickel. Bon. Alors, c'est un peu particulier parce qu'avec David, on s'est croisé hier au SEI, séminaire Expert Immo à Toulouse, donc organisé par Thomas Dardour, Armand Méral et compagnie. On a fait connaissance et puis on parlait du podcast et on s'est dit chouette, peut-être qu'on pourrait enregistrer un épisode là à la hâte Exactement. dimanche. Donc on est ici à Toulouse, dans mon jardin. Tranquillement. Et beau jardin, hein. Vous Voilà. pouvez pas le voir, mais c'était vraiment très très chouette. Voilà. Donc on s'est dit qu'on se mettait dehors, on était bien tranquille, vu que la maison est un peu toujours en rénovation. Et on aura quelques peut-être bruits ambiants, donc vous aurez avec nous quelques oiseaux, peut-être le chien du voisin qui aboie de temps en temps, je sais pas, peut-être un avion qui passe au-dessus, parce qu'on a un petit aérodrome aussi, loisir à côté. Voilà. Donc, on peut être dérangé, mais bon, ça fait partie du folklore. Pour ceux qui connaissent pas David, on va le laisser se présenter, du coup, et nous dire un peu qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais. Oui, volontiers. Alors moi, je suis investisseur immobilier professionnel et marchand de biens. Et je te raconte un petit peu mon parcours. Ouais, je veux bien que tu Alors, reprennes quand du j'étais début. petit... T'es né où d'ailleurs? Ouais. T'es né où? Tu viens d'où? moi, je suis né dans la Loire, mais je suis pas resté longtemps. J'ai Ok. grandi en Haute-Savoie. Ok. Et après, j'ai vécu en Haute-Savoie jusqu'à il y a 15 jours, je tiens à le préciser. Maintenant, je suis sudiste depuis très longtemps, à savoir 15 jours. Alors c'est où dans le sud? Près d'Aix-en-Provence. Ah ok, bon, c'est le sud, ça va. Ouais, pas... ça va. Ouais, Non, le vrai sud. Ouais, c'est pas Valence quoi. Exactement. Ok. Et moi, mon parcours, comment le résumer ? J'ai grandi dans un quartier, on va dire, une espèce de quartier difficile, on va dire que c'est le quartier le plus difficile en Haute-Savoie, qui s'appelle le Perrier. Bon, après, moi, quand j'étais dedans, j'étais très bien, hein. C'est après qu'on m'a dit que c'est un quartier difficile. Mais quand j'étais dans ce quartier-là, moi, j'étais en copro avec mes parents, ça se passait très bien. J'ai vu que c'était un peu particulier, hein, qu'il fallait se faire respecter depuis tout jeune. Mais en tout cas, moi, c'est quand on m'a dit que c'était un quartier un peu dur, que voilà, je me suis dit, bon, bah pourquoi pas. Ça veut dire qu'ailleurs, ça doit être vraiment calme, hein, parce que moi, c'était bien. Voilà. Ah ouais, ok. Donc, grandi là-bas, avec mes parents n'ont pas fait forcément d'études. Ce qui fait que quand je suis arrivé en première et qu'on m'a dit il y a le bac blanc à la fin de l'année, j'ai découvert ce que c'était le bac. Je savais pas. Personne n'avait fait d'études, je n'ai jamais entendu parler. Ah ouais. J'étais tellement à l'ouest que je ne savais pas qu'il y avait un bac, un diplôme, etc. Bon, je dis ok, bon, allons-y. Bon an, mal an, j'ai réussi à le passer. J'ai fait quelques études, hein. J'ai fait 2 licences en droit et gestion immobilier, et je me suis installé dans l'immobilier. Pour tout dire, avant je voulais faire psychologie. Moi j'aimais bien les relations sociales, etc. Ça m'attirait beaucoup. J'étais attiré par certaines choses comme l'hypnose ou la PNL. Vraiment, la psychologie, ça m'intriguait, mais je me suis vite rendu compte, le jour où je devais m'inscrire à la fac, quand je suis allé à Lyon, le jour où je devais m'inscrire, eh bien que je ferais mieux de faire droit que psychologie. Une révélation quoi. Exactement. Comme non, ça, mais une espèce intuitive. Ouais, ou la raison, tu sais, qui dit non, mais arrête de t'amuser. Tu sais que psychologie, à part faire psychologue scolaire, où il y a peut-être des super postes, hein, mais je sentais que ça allait être peut-être un parcours un peu plus galère, peut-être qu'en faisant du droit. Je dis bon, allez, ok, on fait du droit. Je me suis inscrit à Lyon 3. Il y en avait 2 de fac sur le même quai. Lyon 2, Lyon 3. Il y avait de la queue à Lyon 2, il n'y avait pas de queue à Lyon 3. Je me suis inscrit à Lyon 3. Ok. C'est comme quoi des fois. Autant dire que c'est n'importe quoi, mais que finalement, je suis bien tombé. Ok. Je suis bien tombé. Et donc là, pied dans le droit, ça se passe bien du coup les études? Ouais, très bien. Ouais, au début, études de droit, bon, c'est un peu chiant, mais très vite, bon, j'ai des résultats pas trop mal. J'ai décidé de quand même faire des études courtes, donc de faire un DUST parce qu'il faut savoir que depuis tout petit, mes parents, ils étaient pas trop études, mais pas du tout. Voire même, ils me disaient, fais pas d'études. Ma maman avait, je dis bien ma maman, vous voyez, à 46 ans aujourd'hui, avait pour projet que je sois chef de rayon. Elle m'a dit, tu peux être chef de rayon. Si tu le veux, si tu le peux, tu peux être chef de rayon. Mais je sentais qu'il fallait que je fasse un peu plus. Donc voilà, parcours un peu bizarre, Ouais. qui est pas commun. Mais finalement, je me retrouve à faire du droit. Je me dis que je vais faire des études courtes, donc 2 ans, en faisant un DUST administration de biens. Et puis là, j'embraye, je fais une licence en droit, gestion immobilier. Donc parcours classique, là je rentre comme syndic de copro. Syndic de copro, très rapidement, je m'ennuie.
Je m'ennuie. Tu m'étonnes. Mais genre, au bout de. Quand je dis très rapidement, c'est pas au bout de 3 ans. Hein. C'est au bout d'un mois. Alors que je commence mon métier. Hein. C'était uniquement syndic. Syndic de copro. Et pourtant, vraiment le truc le plus chiant de. Ouais, non, pourtant j'étais bien. Métier, hein. Je suis tombé dans une super équipe, une agence immobilière qu'on appelle Régie à Lyon, qui était vraiment super. Une équipe formidable. Hein. Si jamais il y a un des membres qui peut nous écouter, ça s'appelle Fav de Fosse. Peut-être que maintenant c'est que Fav, je sais pas, mais en tout cas c'est super équipe à l'époque. J'étais accueilli vraiment très très bien et j'ai appris mon métier là-bas. Mais en même temps, je faisais du coaching, je faisais d'autres choses pour les gens parce que sans le savoir, j'avais déjà un petit peu la fibre entrepreneuriale. Et donc du coup, à partir de là, depuis mon premier poste, j'ai jamais eu qu'un poste dans ma vie. J'ai toujours eu une activité à côté, vouloir monter une entreprise ou en monter une, etc. D'ailleurs, mon épouse, qui va sans doute nous écouter, va se reconnaître là-dedans, parce que le nombre de logos qu'elle a pu faire, de soirées pour lesquelles on a cherché un nom de société ou autre, c'était incroyable. Ah ouais. Et finalement, donc, je fais une carrière dans l'immobilier, qui pour moi n'était pas ma prédestinée, mais j'aimais bien. Franchement, l'immobilier, j'ai vraiment accroché. Et aujourd'hui, ça fait 20 ans que je fais l'immobilier. Donc 15 ans en tant que salarié, et 5 ans en tant qu'investisseur pour mon compte, pour notre compte avec mon épouse. Et pendant ces années de salarié, j'ai eu la chance de... Parce que vu que pour moi c'était presque une activité secondaire, parce que je voulais faire d'autres choses, entreprendre, etc. J'ai pu gravir les échelons. De syndic, je suis allé en Suisse, je suis devenu gérant technique d'immeuble, puis gérant d'immeuble, puis chef de team, puis responsable de gérance, puis devenir associé dans une boîte en Suisse. Et devenir... donc j'ai refait quelques diplômes. J'ai refait un master en plus en Suisse et puis un brevet fédéral. Et puis à la fin de mon parcours de salarié, j'étais expert correcteur au brevet fédéral. Waouh, le truc, quand on est salarié, on se dit waouh, c'est super. Ça consiste en quoi? Bravo. C'est corriger on va dire l'épreuve reine du diplôme le plus recherché en Suisse. D'accord. Donc là, waouh, on se dit petite médaille, super. Le pouvoir, quoi. T'as le pouvoir. Ah ouais, t'as le gars. Mais à côté de ça, donc j'étais bien en tant que salarié parce que j'ai eu la chance de travailler pour une famille de milliardaires. Après plein de sélections, plein de trucs, ils m'ont pris moi. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'étais un peu moins corporate que les autres. J'étais un peu plus franc, peut-être. Ouais. Moi, la première fois qu'on m'a dit qu'est-ce qui vous intéresse ici, alors je savais rien du tout. Hein. J'avais vu juste une petite annonce. C'était entre Noël et Jour de l'An. Je dis écoutez, j'étais dans des bâtiments magnifiques, dans un lieu vraiment d'exception. Je leur ai dit écoutez, à l'entrée j'ai vu une sculpture. Je sais pas ce que c'est, mais elle m'intrigue. J'ai l'impression que c'est quelque chose, quoi. J'aurais parlé tout ça de l'immobilier et ils m'ont payé. Ah ouais. Comme quoi. C'est très bien. Comme quoi. Tu t'es différencié, quoi. C'est ça. Non, puis là, vraiment, je l'ai joué, vu que je sais pas où je mettais les pieds. Je sais pas que c'était pour des milliardaires. Hein. Ah ouais. Il cherchait un directeur d'une société pour gérer l'immobilier. Je dis ok, on y va, on verra bien. Et ils m'ont pris. Donc, et là, j'ai eu vraiment la chance de découvrir un nouveau monde. Là, c'est vraiment ce genre d'expérience qui fait que on change. Parce que il me laissait vraiment plein pouvoir pour faire des gros trucs, hein, acheter des portefeuilles, les mettre en valeur, etc. C'était moi qui me mettais des limites, parce que je leur disais, oui, mais en gros, là j'ai le droit. Bien sûr, si ça rapporte, go, on y va, quoi. Okay. Donc j'avais vraiment beaucoup de latitude, on va dire, et j'ai découvert vraiment ce qu'était le capitalisme, mais au sens noble et propre du terme. À savoir que eux-mêmes, donc ils étaient milliardaires, ils faisaient travailler du capital, donc ils avaient même une banque, ils travaillaient des gens comme moi, bien formés, et grâce à ces ressources humaines et ce capital-là, ils faisaient pas mal d'argent, parce que c'était intelligemment mené. Et j'ai découvert ça de l'intérieur. Et notamment, parfois c'était, je dis de manière un peu romantique, mais en réalité, un jour je me suis retrouvé un dimanche tout seul comme un con dans les bureaux à travailler pour rattraper, parce que vu que je faisais le master en même temps, pour rattraper mon travail. Et j'ai compris que voilà, c'est eux qui avaient raison et moi j'étais complètement à côté de la plaque. Et pourtant, une semaine avant, j'ai l'impression d'être le roi du monde. J'étais quand même ce genre de salarié, aller au boulot en Porsche, je veux dire, être super bien payé, avoir l'impression d'être le roi du monde. Et puis cruer des illusions, en fait non, je voyais pas ma famille, je voyais pas mon fils, je voyais pas ma femme. Je gagnais certes de l'argent, mais c'était juste pour le dépenser dans des conneries, hein. Des restaurants, quelques voyages et des trucs inutiles. Et la prise de conscience, waouh. Et parfois ça fait mal, hein. T'as l'impression d'être en haut de la montagne puis de se rendre compte qu'en fait non, on est au fond de la vallée en fait. On est juste le con qui travaille pour les autres. Je dis ça un peu, c'est pas très joli, on va dire de cette manière-là, mais c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est que j'ai eu vraiment l'impression, non pas d'être exploité, hein, parce que j'étais bien payé pour ce que je faisais, mais de pas être à ma place, de pas être le mec qui a compris, d'être le gars qui justement est un peu bête et à qui il manque 3 cases. Et pour la petite histoire, donc j'étais investisseur professionnel, hein, j'utilisais toutes les méthodes, on va dire, utilisées par les
les gros investisseurs de par le monde pour acheter des tours ou pour acheter des portefeuilles immobiliers. Et moi-même, j'avais pas un seul bien en location. Pas un seul. J'étais investisseur pro, je n'investissais pas. Encore aujourd'hui, j'arrive pas à le comprendre. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Ouais, mais ça t'a donné un déclic, quoi. Du coup, quand même, au bout d'un moment, tu t'es dit, Complètement. ok, maintenant c'est à mon tour, quoi. C'est à mon tour de capitaliser un peu. Ouais, et puis en réalité, comment je suis devenu investisseur pro? Enfin, on va dire investisseur immobilier, mais à titre personnel, parce que j'étais déjà professionnel. Eh bien, je cherchais. Je me disais, non, mais eux ont raison. Ils servent des ressources humaines, du capital, ils font travailler ça, et eux, ils ont du bon temps, quoi. Ils ont une super vie, quoi. Vraiment, ils ont compris vraiment ce que c'est que la vie. J'ai lu un livre qui m'a aussi bien aidé, La semaine de 4 heures, à savoir mettre une société à son service et non pas le contraire. Et ça, c'est aussi un déclic, ce genre de truc où on se dit, waouh, ah oui, effectivement, je suis pas dans le vrai, en fait. Pas du tout dans le vrai. Pour moi, c'était vraiment le premier pied dans ce qu'on appelle la liberté financière. C'était La semaine de 4 heures, Tim Ferriss, où j'ai compris que oui, je faisais pas ce qu'il fallait. Pas du tout. C'était quand ça? Quelle année? C'était il y a à peu près 5 ans. Ok. 5-6 ans, un truc comme ça, par là. Et à partir de ce moment-là, j'ai cherché. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour obtenir ma liberté? Sachant que entre deux, j'avais été associé dans des boîtes, etc. Mais que pour l'instant, je n'étais pas millionnaire. Et puis, une espèce de d'ikigai personnel sans le faire. Je ne sais même pas ce que c'est que l'ikigai. Mais je me suis dit, qu'est-ce qui peut me rapporter? Dans quoi je suis bon? Etc., etc. Et puis là, le jour où on se dit, mais t'es vraiment débile en fait. Putain, t'es investisseur professionnel, t'as qu'à faire de l'immobilier, espèce de con. Ah ouais, c'est sûr, c'est le truc que tu maîtrises déjà. Et là, ce jour-là, je me suis vraiment senti bête. Vraiment bête, hein. Vraiment. Parfois, on parle de la montagne de la bêtise et. Non, la montagne de la vanité, la vallée de la bêtise. Alors, moi, j'étais en plein dedans. Je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Grosse remise en question. Et à partir de là, j'avais le sentiment, j'avais quasiment 40 ans où je les avais, ouais, autour des 40 ans. Et je me suis dit, mais j'ai vraiment perdu beaucoup de temps en fait. Là, c'est stupide quoi, mince. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai tâché de rattraper le retard. Pour ça que je m'y suis mis vraiment comme un fou. Mais quand je dis comme un fou, c'était vacances, soirées, week-ends, tout le temps. Parce que j'ai eu une approche professionnelle finalement. Parce que quand on est pro, on sait très bien qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. On a beau être le meilleur dans son domaine, on sait très bien qu'il y a des aspects, fiscalité, travaux ou autres, qu'on ne maîtrise pas aussi bien que d'autres. Donc à partir de ce moment-là, j'ai tâché de combler le vide, d'adapter mes connaissances suisses ou internationales au marché français. Et j'ai travaillé comme un fou. Mais vraiment, quand je dis comme un fou, j'étais obsédé. À tel point que même ma femme, on était en vacances à l'île Maurice, elle me voyait écouter des vidéos YouTube, des podcasts, lire des trucs, elle me disait mais t'es stupide quoi. Regarde, là, t'es devant un lagon. Je lui dis oh, mais j'ai pas le temps. J'ai autre chose à faire. Mon esprit était tellement focus que là, vraiment, à partir de ce moment-là, j'ai décidé, et après on a décidé, d'abord c'était moi et ensuite mon épouse m'a rejoint, dans cette idée de on change de vie. Et on change de vie d'une manière brutale et forte. C'est on investit, on se fait du cash flow, on fait du cash, on devient libre financièrement, mais pas seulement une petite idée, un petit bout de papier envoyé à l'univers. Hein. Non, c'était ok, c'est maintenant. Qu'est-ce qu'on met en place pour ça, quoi? Exactement, et à fond. Et vu que j'avais eu la chance d'être encore à ce moment-là professionnel de l'immobilier et de l'investissement, j'ai cherché et j'ai évalué les méthodes. Comme on pourrait le faire dans le privé en se disant, ok, qu'est-ce qui marche pas. Alors j'ai pris toutes les méthodes, LCD, colocation, immeuble de rapport. Pour le cash, j'ai regardé, après on va reparler, je pense, on va parler des enchères, mais j'ai regardé les enchères, j'ai évalué d'autres méthodes. Et j'ai fait une feuille, les plus, les moins, qu'est-ce qui me prend du temps, qu'est-ce qui est efficace, qu'est-ce qui me rapporte, etc. Et je me suis vraiment concentré sur ce qui était vraiment important et qui me permettait d'aller vite. Donc j'ai commencé avec du locatif. Je commençais par faire mon petit studio, d'accord, où je tremblais avec mon petit truc à 68 000 euros, alors que moi je pouvais à côté acheter des trucs à 10 millions de dollars, mais ça me dérangeait pas. Là c'était un cadre qui était un peu différent. Pareil, l'enjeu était pas le même là, personnellement. Pas du tout, exactement. Et finalement c'était plus vis-à-vis de la famille, parce que la honte, moi je voulais calculer un cash flow positif, et je craignais beaucoup d'avoir oublié des charges que je ne connaîtrais pas. Et là, j'avais très peur de me planter en fait. Surtout que sur un studio, le cash flow, il n'y a pas à aller chercher bien. Ah, il était pas fou, hein, c'était 100 ou 200 euros, c'était pas fou. Ouais. Et encore, pour un studio, c'est pas mal quoi. Mais... C'était pas fou. Du coup, voilà, j'étais pas bien. Hein, je me suis dit non, il faut que ce soit en cash flow positif parce que je savais que si j'étais en cash flow négatif dès le premier investissement, ça partait mal. Donc j'avais un peu la pression sur le premier, mais après ça s'est enchaîné rapidement parce que le fait d'avoir des bons revenus et des revenus suisses,
Bah bien sûr, une fois qu'on a commencé à mettre le pied à l'étrier, c'était beaucoup plus rapide après. On a pu, avec un bon pouvoir d'achat, passer vite d'appartements à des immeubles et pouvoir enchaîner. Ça, c'est vraiment... l'accélération, après, elle a été vraiment très très forte. Là, t'es resté du coup salarié pour le début? Bien sûr, ouais, au début, j'étais pendant- salarié, ouais. exactement. Et pourquoi je parlais d'enchères? Parce que dans mes méthodes, il me fallait une méthode qui ne me prenne pas beaucoup de temps, hyper efficace, qui me rapporte le plus possible. Je me suis dit, les enchères, super, on va évaluer ça. Alors, j'ai pas fait les choses à moitié, hein. J'ai fait une année, j'allais en audience tous les mois à faire mes statistiques. Ah non, vraiment, j'étais pro, hein. Même dans ma démarche personnelle, j'avais beau être pressé, bah, je confondais pas vitesse et précipitation. Ouais. Donc, c'est pas parce que j'étais pressé d'être libre financièrement que j'allais faire n'importe quoi avec mon petit capital. Donc pendant une année, j'allais en audience, je regardais, je faisais mes stats, je faisais mes calculs. Tiens, moi j'aurais mis tant. Ah, il est parti à temps. Ah, donc ça veut dire que lui, il a une marge de temps. J'ai fait des calculs comme ça à l'envers. Et pendant une année, j'ai compris le système jusqu'à ce que je vois que si j'avais mis tant, ah, est-ce que je l'aurais eu? Tiens, là, je l'aurais eu. Ah bah super. Celui-là aussi. Ah bah ok, c'est bon, le système, je l'ai à peu près en tête. Donc là, je peux prendre un avocat, mettre des billes. Et je pense en savoir suffisamment pour maîtriser le processus et pas me planter. Parce que ça, c'est un truc que je peux donner à tes auditeurs, c'est que il faut jamais voir que le gain. Un gain est toujours associé à un risque. Et c'est toujours une balance gain-risque. Ah bah, clairement. Et il faut toujours évaluer les deux. Pas regarder que le gain. Les gens qui vous disent, avec vos cryptos, vous allez pouvoir faire plus 6000% dans un mois, peu importe le gain. C'est toujours une balance gain-risque qui doit être positive pour vous. Le gain doit être toujours légèrement supérieur au risque. Et s'il y a trop de risques, il faut jamais aller sur une opération, même si le gain est alléchant. Ouais, clairement. Et dans la vente aux enchères, du coup, tu l'as peut-être pas démarré tout de suite. Tu l'as démarré Non, au après début j'ai fait du locatif, ouais. voilà. Et puis, c'est une fois qu'on se retrouve un jour un peu bloqué par les banques. Elles nous disent ah non, plafond de verre, le taux d'endettement, machin, etc. Mec, si vous rigolez ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah ouais. Ok, trouvons des solutions, soyons créatifs. Et puis là, je me suis dit, ok, on va peut-être faire un pas en arrière pour faire deux pas en avant. Donc on va vendre un bien. Et puis on va tâcher de faire du capital, on va être fort, etc. Et puis quand on commence l'achat-revente, bah, en général on ne s'arrête pas. Oui, parce que voilà, la vente aux enchères, précisons du coup, toi c'est dans le but de faire l'achat-revente. C'est pas dans le but de faire Absolument. un coup et d'augmenter ton rendement sur un bien Exactement. locatif. Ouais, ouais. Voilà. C'est vraiment de faire de l'achat-revente et donc de créer du capital très rapidement. C'est ça, C'est ça. exactement. Donc à partir du moment où je m'y suis mis, même si ça m'a pris une année avant de vraiment m'y mettre à fond, une fois que j'ai commencé, après je me suis plus arrêté. Je me suis plus arrêté et c'est vraiment une méthode pas simple. C'est moins simple qu'on le pense. Mais par contre, c'est comme apprendre à conduire, hein. Il faut connaître les règles, il faut s'entraîner. Et si on le fait bien, et ben après, ça permet de faire régulièrement des affaires aux enchères. Alors pour ceux qui justement nous écoutent et ne maîtrisent pas la vente aux enchères, hein, d'ailleurs moi Ouais. j'en fais partie, est-ce que tu peux nous expliquer quel est le process Bien sur une sûr. vente? Alors volontiers. Alors le process est toujours le même, donc sachez qu'il y a quand même des règles écrites et non écrites. Donc les règles écrites, c'est celles que vous allez trouver sur Google, Internet, etc. Et il y a beaucoup de règles qui ne sont pas écrites qu'il faut quand même connaître. Le process est toujours le même. On va d'abord chercher les biens qui sont en vente dans son tribunal le plus proche. Donc c'est les TJ, tribunaux judiciaires. Tu en as un par quoi? Par grosse ville? C'est quoi Non, il y en a même plusieurs par département. Plusieurs par département? Ouais, il y en a plusieurs par département. Mais vous prenez celui qui est le plus proche de chez vous, vous regardez s'il y a des biens, et vous allez sur un site qui s'appelle Licitor. Licitor. Licitor.com. Et là, vous trouvez une grosse partie des biens qui sont à vendre aux enchères judiciaires. Alors attention, on parle d'enchères ici judiciaires, enchères immobilières, à pas confondre avec les enchères notariales, qui sont sur une base volontaire. Là, les enchères judiciaires sont des gens qui sont saisis. Ils sont saisis soit à l'initiative de la banque, soit à l'initiative d'une copropriété qui ne reçoit pas ses charges, ou alors sur licitation, d'où le nom licitor du site. Ce sont des gens, par exemple, qui sont indivisaires, ça peut être le cas d'une succession, qui n'arrivent pas à se mettre d'accord, est-ce qu'il vaut vendre ou pas, et à quel prix. Un des indivisaires saisit le juge, qui met le bien aux enchères. D'accord ? Donc c'est les trois cas qu'on peut trouver le plus courant, on va dire, aux enchères judiciaires. Donc c'est des gens qui sont saisis, ou alors qui ont, on va dire, des ventes forcées. Donc les gens qui sont dedans, bah, ils ne sont pas forcément, qu'ils soient locataires ou propriétaires, très contents de la situation. Donc ça, il faut bien en tenir compte. Et une fois qu'on commence le processus, donc tu me parlais de processus, on va sur Licitor, on regarde les biens qui sont mis aux enchères. Et à partir de là, on va avoir des biens avec des mises à prix. Type ce que je donne à tes auditeurs, on s'en fiche de la mise à prix. Elle ne donne pas une indication sur le prix de vente ou sur le prix ou la valeur du bien. Rien à voir, c'est très très différent. Ça va juste vous dire s'il y aura du monde ou pas. Quand il y a une mise à prix à 5 000 euros, il y a plein de monde. Quand il y a une mise à prix à 360 000 euros, il y a beaucoup moins de monde. C'est un prix d'appel, quoi. Exactement. Et donc attention, c'est contre-intuitif les enchères. On a tendance à se dire,
c'est génial, je vais sur le bien qui est libre, le petit studio avec une petite mise à prix. Alors qu'en réalité, c'est justement là que tout le monde va se battre et c'est là qu'il y a le moins de belles affaires à faire. Et c'est sur Licitor que tu trouves la base la plus enrichie ou tu as d'autres quand même Il y en a outils. d'autres, mais les Licitor, on trouve déjà, on va dire, 90% des biens qui sont aux enchères. Donc une fois qu'on a repéré des biens qu'on peut se payer a priori, parce que si votre budget, je parle en passant par la banque ou pas, hein, après on vient dans le détail peut-être, mais si vous voyez un château et que vous avez 30 000 sur votre compte, n'allez pas sur cette enchère-là, vous n'allez pas l'avoir et vous allez juste perdre du temps. Par contre, si vous voyez que votre banquier il pourrait vous prêter de l'argent pour acheter un T2 et qu'il y a un T2 qui est mis aux enchères, là vous pouvez aller dessus. Donc les biens que vous pouvez vous payer a priori, allez aux enchères dessus. Alors vous pouvez aller sur plusieurs biens en même temps, hein. Sur une audience il peut y avoir plusieurs biens. Moi je conseille de faire en même temps 2 ou 3 biens, j'ai toujours fait comme ça. Et c'est comme ça que mon épouse, quand je rentrais des enchères, je l'appelais, puis elle me disait bon, qu'est-ce que t'as acheté aujourd'hui? Je dis bon, bah aujourd'hui on a acheté un T2. Parce que en allant sur plusieurs biens, on savait pas lequel on allait avoir. On va le premier qu'on décroche, bah tant mieux, c'est top. Donc on sélectionne des biens, on va aux visites. Les visites sont indiquées sur l'annonce, d'accord? Et la visite sert uniquement à lever ou pas certaines hypothèses. Voir si le bien est occupé ou pas, est-ce qu'il y a des travaux à faire, est-ce qu'il y a beaucoup de monde à la visite, etc. Cette visite, c'est quoi le timing par annonce, visite, audience, à peu près, les délais? En général, c'est dans le mois. Tout se fait dans un mois à peu près. D'accord. Vous avez l'annonce, et puis dans les 1 ou 2 mois, vous allez avoir la visite. Et la visite se fait en général 15 jours ou 3 semaines avant l'audience. Ok, ah ouais, donc c'est quand même bien avant l'audience. Ouais, non, Bien. c'est pas 2 jours avant. Ouais. Ok. Non, ça laisse le temps en général. Bon, ça peut être des fois, ça descend jusqu'à 1 semaine, mais ça laisse le temps d'aller ensuite saisir un avocat, parce qu'il faut avoir un avocat aux enchères judiciaires. On ne peut pas aller en audience, donc ça se passe au tribunal, levez la main. Vous devez avoir un avocat avec vous qui vous a fait signer un pouvoir, qui s'est assuré que vous étiez bien la personne que vous prétendez être, et qui va vous représenter, donc ça veut dire lever la main simplement en audience. Ok. Et donc cette prévisite là, Ouais. cette visite que tu fais, elle est à un moment donné, à un horaire donné, t'as pas le choix. C'est ça, que c'est à tout le 1 monde en heure, même exactement. temps. Ok. C'est le mardi 14 entre 15h et 16h. Ouais, ok. Et t'as pas le choix. Donc ça veut dire qu'il faut être très disponible C'est ça. si tu veux. Il faut avoir ses dispos. Ouais, voilà. Mais par contre, ce qui est bien pour moi, ce que j'avais à l'époque, c'est qu'il fallait que je sois quelques heures disponible pour les visites et quelques heures disponible pour les audiences. Et moi, ça me convenait. Parce que quelques heures par mois, c'était parfait. Si je pouvais faire du cash avec ça, pour moi, c'était la meilleure stratégie. Et ça l'a été. Ok. Ça l'a été. Donc là, tu fais ta visite, tu valides que le bien, Exactement. le bien est ok. Donc tu mandates un avocat avec qui tu as l'habitude de travailler ou pas. Donc au début, j'imagine que tu prends un peu l'avocat que tu peux, quoi. Enfin, je Ouais. sais pas comment ça s'est passé pour toi. Alors moi, j'avais la chance de connaître l'avocat que j'ai utilisé pour le premier tribunal déjà d'avant. Ok. On se connaissait par un cercle d'amis en commun, donc c'était top, quoi. Ouais. Et il s'avérait que c'était le meilleur avocat dans le sens où c'est lui qui achetait le plus aux enchères. Donc c'était un heureux hasard, on va dire. Ok. Même si j'ai pas pu travailler avec lui au début, il m'a adressé un confrère. Et après, je travaillais avec lui, c'était top, nickel. Ok. Donc là, tu vas à l'audience. Toi, tu peux y assister à l'audience avec l'avocat. Absolument, ouais. Et il vaut mieux d'ailleurs peut-être pour. Il vaut mieux, ouais, bien sûr. Pour contrôler un peu le truc, quoi, histoire que l'avocat. Il vaut mieux parce que parfois il y a des accointances entre avocats qui font que c'est pas toujours dans l'intérêt de leurs clients. Ouais. Donc mieux vaut, c'est pas tous les avocats bien entendu, mais certains sont tentés de communiquer un petit peu avec leurs confrères sur les prix limites des autres. Voilà, c'est un monde un peu particulier. Et son modèle économique à l'avocat, c'est quoi lui? Que t'achètes ou que t'achètes pas, il est payé le même prix ou si t'achètes, il a un bonus? Non, il est payé plus. C'est-à-dire que, alors je vais vous donner un exemple à Thonon-les-Bains. Quand on prend un avocat pour aller en audience, qu'on remporte le prix ou pas, ça coûte 180 €. D'accord? Même si qu'on ait le bien ou pas. Et si le bien est remporté par notre avocat, il va non pas toucher 180, mais 1440 €. Ok. Ouais, donc lui, il a quand même intérêt à ce que la vente se fasse, et effectivement. Exactement. Et ça, ce sont des honoraires hors les honoraires prévus par la loi qui sont dans les frais de vente. Donc en réalité, il va toucher beaucoup plus l'avocat. Ok. Donc lui, il a intérêt à ce d'avoir des avocats qui achètent, des clients qui achètent. Bien sûr. Ouais. Donc des marchands de biens ou des gens récurrents. Il va plutôt chercher justement des profils de personnes qui vont pouvoir revenir. Parce que lui, il va pas gagner sa vie avec ses 180 €. Par contre, s'il a des clients qui régulièrement achètent, là, il va être content. Ok. Ok. Tu parlais des honoraires, là, d'autres honoraires, d'autres frais, du commissionnement, enfin je sais pas comment on peut les nommer, Ouais. tous ces frais, mais est-ce que tu peux nous les détailler du coup? Bien parce sûr, que- il y a 4 types de frais. Alors il faut bien faire attention parce que c'est un des pièges des enchères, c'est que c'est pas comme quand on achète un bien où on a 8% de frais de notaire, ce qu'on appelle frais de notaire. C'est très différent aux enchères. Il y a 4 types de frais. Les premiers frais sont les frais préalables,
qui correspondent à peu près au travail de l'huissier, de tout ce qui se fait dans la procédure. D'accord ? Dans un tribunal comme Thonon-les-Bains, c'est environ 9 000 € à chaque fois, par bien. Ensuite, on a les frais de l'avocat, c'était les fameux 1440, ça c'est à négocier avec l'avocat. Ça peut être 1000, ça peut être 1500, ça peut être 2000, ça c'est à négocier avec l'avocat. Ensuite, on a les émoluments, donc, qui sont prévus par la loi. Donc ça, vous pouvez les trouver sur Google, c'est des grilles tarifaires. C'est ce que vont se partager les avocats, le poursuivant et celui qui est adjudicataire. Et enfin, les droits d'enregistrement. Droits d'enregistrement comme ce qu'on trouve chez le notaire. La particularité, c'est que quand on est marchand de biens, c'est 0,715, et quand on est un kidam, qu'on n'est pas marchand de biens, c'est 5,8%. Donc il y a la même différence que quand on est marchand de biens, à savoir 5% de différence. Vous savez, quand on est marchand de biens, on peut acheter... 5 points de pourcentage. Exactement, on achète à 3% de ce qu'on appelle frais de notaire au lieu de 8%. Bah, c'est pareil aux enchères, on va payer 0,715, droit d'enregistrement, au lieu de 5,8. Ok. Oui, donc finalement, c'est juste les émoluments avocats qui sont moins chers que les émoluments notaires, finalement. Mais la taxe, l'imposition qu'il y a dessus, c'est la même. Parce que tu es à peu près sur une vente sur des frais de notaire à 8%, tu es à peu près à 5 et quelques. Hein, ouais, mais par contre, avec les émoluments, en réalité, sur les petits biens, ouais. Ceux qui sont à moins de 100 000, vous pouvez arriver jusqu'à 18% de frais, par exemple. Ah ouais. 18-20% de frais. Ah ouais. Donc, qui ne calcule pas bien les frais au départ peut se retrouver à acheter un bien aux enchères et avec les frais se retrouver à payer plus cher que s'il avait acheté sur le bon coin. Ouais. D'ailleurs, sur peu peut-être le savent aussi, mais si tu achètes un garage, chez un notaire normal, le prix est tellement faible que tes frais de notaire ils sont pas du tout à 8%. Exactement. Ils sont beaucoup plus élevés effectivement. Et en fait, plus le montant du bien augmente et plus tes frais finalement baissent, puisque la rédaction des actes c'est exactement le même pour un petit bien ou un grand bien, et puis les taxes aussi de l'État diminuent en fonction du bien évidemment. Exactement, ouais. C'est exactement ça. Ok, donc c'est le même système, c'est juste qu'il y a quelques spécificités. Donc une fois qu'on a visité, comme tu disais, on a réservé son avocat, là on doit faire un chèque de banque de 10% du montant de la mise à prix. Ça veut dire que sur l'annonce, il y a marqué mise à prix 100 000, vous devez faire un chèque de banque de 10 000 €. Donc vous devez avoir 10 000 € et ça, faire le chèque de banque. Tu l'anticipes alors du coup ? Tu l'anticipes le chèque ? Tu l'as déjà avec toi ? Non, tu le fais faire entre la visite et puis l'audience. D'accord. Tu vas mais voir ta si banque. tu veux te positionner sur 3 biens par exemple. Alors si tu veux te positionner sur 3 biens, tu auras au moins un chèque de banque du montant de la mise à prix la plus élevée. Ok. De 10%. Ok. Et ouais, donc en fait, tu peux très bien faire un chèque de banque pour rien. Absolument. À chaque fois, tu fais des chèques. Et même ça arrive régulièrement, bien sûr. Ouais, okay. En ce moment, si tu savais le nombre de dizaines de milliers d'euros de chèques de banque qui sont dans la nature, là, qui attendent, enfin qui sont prêts à aller dans les tribunaux ou autres, parce que ça fait partie du jeu. Ouais. Okay. Et particularité des enchères, c'est presque le plus important de ce que vous allez entendre aujourd'hui, vous avez 2 mois pour payer. 60 jours. Et ça, c'est un petit peu un délai coup près. Il faut avoir l'argent. Donc si on passe par une banque, il faut aussi prendre tôt et aller très très vite. C'est possible de se faire financer par une banque, il n'y a pas de problème. Mais par contre, attention, vous avez 60 jours pour payer. Si vous ne payez pas, le bien va être remis aux enchères. Et s'il est vendu moins cher, vous devrez payer la différence. Okay. Et le chèque de banque de la mise à prix sert à ça, à couvrir finalement la perte éventuelle que vous pourriez faire. Okay. Donc attention. Ok. Il y a du bon. Ouais, donc pas on va dire quand même réservé à des avertis avec un peu de cash disponible et surtout une assurance que ça va aller au bout quoi. C'est ça. Parce que ça peut vite coûter très cher ou créer de la charge mentale. C'est ça, exactement. Ouais. Donc il faut quand même faire attention. Il y a des très belles affaires à faire, mais il faut bien respecter les règles. Il faut rester dans les clous et jamais s'en écarter. Alors tu peux nous raconter un peu comment ça se passe dans une audience ? Bien sûr, bien sûr. Alors juste avant l'audience, donc on fait son calcul de prix idéal. Ouais. Son calcul de prix idéal, c'est le montant, et ça on le fixe bien avant l'audience. C'est hyper important. On n'arrive pas en audience, c'est pas je lève la main, pouce levé. Non. On calcule son prix idéal qui est à la fois suffisamment haut pour passer devant tout le monde, mais suffisamment bas pour faire une belle marge. Ok. Et une fois qu'on a son prix, on s'y tient. On arrive en audience, et là donc on est à côté de son avocat, on a un prix maximal en tête. Il ne faut pas oublier que ce sont des enchères, donc on peut se laisser emporter par ses émotions ou par l'emballement, on va dire, du moment. Et on s'y tient. Donc on dit à l'avocat, tu montes jusqu'à tel prix. Pas plus, pas moins, et on s'y tient. On s'y tient. On reste calme. C'est un peu le travers du truc, c'est-à-dire que les non-initiés, à mon avis, peuvent vite s'emballer, et en fait, il y a ce côté récréatif qui peut arriver. C'est ça, exactement. Ouais. Et on n'est pas au casino, on n'est pas en train de jouer à la roulette. Ouais. Même quand on est particulier, il faut se placer du point de vue d'un professionnel.
Donc on reste calme, on a un prix en tête, on l'a calculé à l'avance, on a bien travaillé et c'est comme ça qu'en faisant les choses proprement et professionnellement, on arrive à bien gagner aux enchères. Ok. Donc Ok. ça c'est chouette, bien caler ton prix avant d'y aller, t'y tenir. Et comment tu fais justement pour garder le cap là-dessus et t'y tenir avec peut-être, tu vois, toute cette, je sais pas, cette ambiance qu'il y a Absolument, qui est tout à fait. En particulière, fait, quoi. ce qui est bien, c'est que le fait d'avoir préparé le prix, moi en général, je me mets sur mon téléphone le montant maximal par bien, parce qu'on va toujours sur 2-3 biens au moins. Et puis en audience, eh ben, je me dis, voilà, c'est un business. Je suis un professionnel immobilier, c'est un business, je reste calme, je monte jusqu'à mon prix, point. Et surtout, je me laisse pas influencer par tous les bruits de couloir. Parce qu'il y a beaucoup de bruits de couloir aux enchères. Il faut jamais les écouter. Ah ouais. C'est toujours là pour vous intoxiquer. Vous apprenez des super mauvaises nouvelles toujours à la dernière minute. Alors c'est pas vrai. Faut pas se laisser faire. Donc il faut pas écouter les gens ou alors les écouter mais sans vraiment les retenir et rester pro. T'as des exemples, une anecdote à nous raconter? Ah ouais, bien sûr. Ouais, je suis allé avec quelqu'un il y a pas longtemps, quelqu'un que j'ai formé aux enchères. Il avait son prix pareil. Et puis une fille s'installe à côté de lui et puis lui demande, tiens, vous êtes aux enchères, ah super et tout. Ah ouais, vous avez sur tel bien, ah ouais, ok. Puis lui un peu pas naïf mais en tout cas c'était une de ses premières audiences, très emballé, il discute avec elle et tout, il est tout content. Puis elle lui dit, mais vous savez que en fait ils ont tout cassé dans l'appartement, ils squattent, ils payent pas. Enfin, elle lui décrit un tableau très très noir. Et on le voit bien, moi j'étais avec un autre. On le voit douter en direct, mais nous ça nous faisait rire parce qu'on se dit non, il va quand même pas tomber dans le panneau. Ah si, il y a plein dedans, et en l'espace d'une minute, il a tout recalculé ses prix, il a mis des marges en plus. Il a dit non, ça craint, je vais pas aller dans un truc comme ça. On sentait qu'il flippait un petit peu. Et finalement, il a monté ses marges, donc il n'a pas eu le bien. Mais qui a eu le bien finalement? Qui a acheté cet appartement? Celle qui mène bien l'intox. Exactement. La fameuse fille en Ouais. question qui était assise à côté de lui, elle achetait le bien. Ouais, C'est quand même formidable. Donc Ouais. voilà, quand vous passez la porte du tribunal, vous n'avez plus d'amis, vous n'avez plus de connaissances, vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit, vous avez déjà votre prix de toute façon, Ouais. et vous y tenez. C'est ce qu'on se disait hier là, quand on en discutait, ça ressemble beaucoup au poker, moi qui ai beaucoup joué au poker effectivement, dans des gros tournois également, ça ressemble beaucoup et quand tu racontais ça hier, moi ça me faisait beaucoup penser à ça, et tu vois à cette adrénaline que tu pouvais avoir, mais en fait à ce jeu un peu d'informations incomplètes quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'il y en a qui veulent te faire croire des choses, et puis à toi de faire le tri là-dedans, Exactement. et de t'en tenir comme tu dis au seul chiffre. En fait. Exactement. Voilà. Et c'est bien le parallèle avec le poker, parce que c'est exactement ça. Les enchères, ce sont plus des statistiques que de la chance. On compte pas sur la chance, on compte sur le fait qu'on a un prix idéal, que eh bien, même les marchands de biens vont pas pouvoir acheter à chaque audience. Donc à un moment donné, sur un bien, il n'y aura pas de marchand de biens, on aura notre prix qui sera fixé à l'avance, et on va acheter ce bien-là. Et rien à voir avec la chance, simplement que ça tourne. Voilà, c'est statistiquement quand vous jetez une pièce en l'air, une chance sur deux elle va tomber sur face, une fois sur deux sur pile. C'est des stats, c'est quasiment, on peut prévoir l'avenir quasiment en faisant ça. Et ben les enchères c'est pareil. Quand on a le bon prix et qu'on y va régulièrement et qu'on s'y tient, statistiquement on achète toujours. Toujours. Il faut juste se tenir à une méthode. Et puis on achète et on fait des belles plus-values. Sachant qu'il m'est arrivé, même si j'étais allé pour faire des plus-values, de garder en tout cas un appartement que finalement j'ai transformé en coloc qui me rapporte bien aujourd'hui. Parce que le fait de le transformer, de créer une pièce en plus. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a toujours la plus-value latente, mais ça nous rapporte quelque chose comme 1000 € par mois de cash flow. Oui, là après, même si tu vas pour de l'achat-revente, in fine, tu peux te décider de garder un bien parce que tu as fait une bonne affaire qui te convient toi aussi en termes de cible, etc. Ouais, C'est ça, ouais. effectivement. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que quand même, comme tu dis, quand tu as une approche très professionnelle, donc tu te fies aux chiffres, etc., pour le coup, tu achètes des biens qui te plaisent pas du tout, en fait. Exactement. Voilà, et que toi-même, tu garderais jamais. Exactement, que t'habiterais pas. Ouais. Clairement, t'habiterais pas, ou qui sont pourris, ou qui sont dans des quartiers que t'aimes pas. Clairement, c'est du business. Hein, c'est vraiment une approche différente d'un investissement patrimonial et locatif, quoi. Exactement. Il faut vraiment se mettre dans la peau de l'épicier qui achète des pommes et des oranges. Il s'en fout des pommes et des oranges. C'est pas lui qui les bouffe. Mais oui. Ouais. Donc il est là pour gagner sa vie. Et ben c'est pareil pour les enchères. Il faut enlever l'affect et vraiment rester pro et voir ça comme une entreprise, comme un business. Ok. Et du coup, donc tu as 2 mois pour payer. Comment ça se passe? À qui tu payes? L'acte, il se fait comment? Alors ton avocat, en fait, une fois que tu es adjudicataire, donc tu reçois un jugement d'adjudication qui te dit que tu es adjudicataire. Donc tu deviens à ce moment-là, même si c'est pas exactement juridiquement le terme, mais tu deviens propriétaire sous condition suspensive de payer le bien, d'accord? Mais ça veut dire que tu en es responsable.
Donc ça veut dire qu'il faut le faire assurer et en gros il t'appartient quoi. Ah oui, Alors d'accord. que t'as pas encore payé le prix. Dès que tu es sorti de Mais l'audience. t'es responsable, voilà. Ok. À partir du moment où il y a le jugement, t'es responsable. Donc notamment l'assurance c'est important. Et à partir de là, il y a 10 jours de surenchère possible. Donc quelqu'un peut venir en disant je mets 10% du prix en plus. Et C'est 10% minimum. 10%, ouais. Tu peux pas surenchérir de 5%, quoi. C'est 10. Non, c'est 10. Pour éviter justement les Exactement. trucs interminables, quoi. C'est ça. Et à ce moment-là, eh bien, si c'est le cas, si quelqu'un surenchérit, le bien revient aux enchères. Si personne ne surenchérit sur la surenchère, bon, bah voilà, le surenchérisseur devient adjudicataire. Mais il y a cette espèce de, on va dire, de filet de sécurité. Parce qu'il y a parfois des gens il n'y a personne en audience, ou alors désertion d'enchères, personne ne veut y aller. Et ça permet à n'importe qui, même qui n'avait pas été à l'audience, finalement d'avoir une deuxième chance pour que le bien parte plus cher. En fait. Et où c'est que tu peux les constater, ces résultats d'audience, assez facilement? Licitor aussi te donne les résultats? Alors sur Licitor, sur certains tribunaux, ils donnent les résultats, mais ils les donnent de moins en moins. Donc quoi, il faut se déplacer? Il faut se déplacer, Et il faut les aller en affiches audience. à l'ancienne, les affiches Pour les après résultats ouais. Ah non, on n'a rien. Hein. Ah, t'as rien? Non, il faut être à l'audience et prendre son petit stylo ou noter, mais sinon... Et si tu veux surenchérir après une vente qui a déjà été actée, Ah bah, tu audience contactes ton avocat qui lui va contacter l'avocat poursuivant qui va lui dire il est parti à temps. Mais en général tu surenchéris parce que tu sais qu'il est parti à un prix très bas. Pas encore méga digitalisé, quoi, comme Ah pas comme du tout, business, pas du quoi. tout. Mais du coup tant mieux parce que ça donne quand même, il y a un petit travail de terrain, il y a un petit travail humain qui fait que quand on est allé socialement, quand on est bien introduit dans le milieu, eh ben, ça donne un avantage. Ouais, d'accord. Ok. Et ces audiences-là, il y a que des enchères immobilières quand il va? Ou il y a d'autres types d'enchères dedans? Non, c'est que immobilier. Que de l'immobilier. Que Ok. immobilier, Donc voilà. c'est pareil des œuvres d'art, des choses comme Exactement. ça. Puis même les avocats, ils sont dédiés, c'est que des avocats immobiliers. Ah ouais, ils font Ouais. que ça. Ouais. Ok. Parce que ce sont les mêmes avocats qui suivent toutes les procédures avant. Les gens qui sont saisis, qui défendent soit la banque, soit les copropriétaires, ou soit le mec qui est poursuivi. Hein. Ok. Et puis c'est au bout du processus que le bien arrive aux enchères. Mais avant d'arriver aux enchères, il y a eu toute une procédure, hein. Tout un processus. D'accord. C'est quoi la décote moyenne que tu peux choper sur une affaire? Ou toi, si tu nous donnes un exemple. Alors en tant que marchand, on va viser au minimum 20% de toute façon. Mais il m'est arrivé de faire, en cumulant le fait d'acheter aux enchères et en mettant en valeur le bien, le plus gros qu'on ait fait, c'est 69% de marge. 109% sur le prix de vente. Ouais. De taux de marque. Exactement. Ouais, ok. Mais c'est théorique parce que c'est le bien qu'on a gardé. On a enlevé la cuisine, on a mis une chambre. Donc on a fait une chambre en plus. On l'a mis en colocation, on l'a fait réévaluer. Et le fait donc enchère plus mise en valeur et rénovation, c'est là qu'on a fait potentiellement un gros billet dessus. Plus de 100 000 euros de plus-value. D'accord, ok. Et c'est quoi le rythme admettons, je veux acheter un bien aux enchères par semaine, c'est possible, tu crois? Ou il y a suffisamment de matière ou pas? Non, ça va dépendre de ton tribunal ou les tribunaux près de chez toi. C'est le volume d'affaires en fait. Il y a des tribunaux, il y a 3 biens par mois. Il y a des tribunaux comme Paris, ou en région parisienne, on peut acheter chaque semaine par exemple. À Lyon, il y a des audiences chaque semaine. À Toulouse également, mais dans les autres tribunaux judiciaires, il y en a beaucoup moins. Okay. Par exemple, en Haute-Savoie, c'est plutôt une audience par mois, et il va y avoir maximum 5-6 biens. Okay. Et dans les meilleurs tribunaux. Hein. Donc il y a des tribunaux, il y a beaucoup moins de volume. Bon après j'imagine que de toute façon plus il y a de volume et plus il y a aussi d'acheteurs en face et donc finalement... Ouais, tout à fait. Mais encore une fois, c'est bien les tribunaux où il y a beaucoup de volume parce qu'il y a quand même des biens où il n'y a personne. Hein. On m'a parlé, bon je vais pas donner le nom du tribunal, mais il y a des tribunaux où il y a des audiences chaque semaine et parfois il n'y a personne. Ah ouais. Donc des appartements T4 qui partent à 30 000 ou 40 000 euros, et puisqu'il n'y a personne. Ah ouais, d'accord. Donc ça vaut vraiment le coup. Il y a même des marchands de biens qui sont spécialisés là-dedans, qui eux visent uniquement la désertion d'enchères. Qui dès que la mise à prix est à 40 000, ils vont l'acheter à 41 000. Ah ouais, et sinon, ils n'achètent rien, ils s'en fichent. C'est souvent des profils des gens qui ont déjà fait toute leur carrière, qui ont un peu de capital, et puis ils se retrouvent entre eux, c'est souvent des retraités, ils se retrouvent entre eux au tribunal, et ils sont là, ils passent un bon moment, et puis quand ils peuvent faire un gros billet, de temps en temps, ils sont tout contents. Ouais, puis là quand tu achètes au prix de départ, alors même si effectivement il y a plein de prix de départ différents comme tu le disais, quand tu achètes au prix de départ, a priori tu peux faire une marge assez sympa en aller-retour. En général, ça se passe très très bien parce que les montants de mise à prix, quand même, c'est rare que ce soit. Enfin, c'est jamais proche de toute façon du prix de revente, donc ça reste toujours de très très bonnes affaires. Ouais, ok. Bon, tu as un autre exemple à nous donner là, sur un achat-revente que tu as fait par exemple Oui, alors le dernier que j'ai fait, en fait là que j'ai revendu, parce qu'il y en a un autre, enfin pour lequel j'ai touché l'argent, il y en a un autre là je vais toucher l'argent d'ici 2 mois, je n'ai rien fait. C'est un appartement que j'ai acheté aux enchères, 2 chambres,
70 mètres carrés, je n'ai absolument rien fait. Pour moi, c'est vraiment l'affaire que j'adore, parce que à part faire ouvrir l'appartement et le mettre en vente, on n'a rien fait du tout. Et on a pris notre com. Ah ouais. On a gagné 45 000 euros en quelques heures de travail. Ça, c'est vraiment magnifique. Ok. Parce que c'est pas parce qu'on achète aux enchères que derrière, il y aura beaucoup de travaux, beaucoup de choses à faire, hein. La preuve, c'est qu'on peut faire des allers-retours, faire notre marge et point. Ça, c'est top. Ça, c'est nickel. Moi, j'adore. Ouais, mais tu m'étonnes. C'est sûr que quand tu fais les calculs du temps passé, c'est quand même Exactement. assez rentable quoi, comme opération. Et qu'est-ce que tu peux nous donner comme conseil justement si quelqu'un veut se lancer aux enchères aujourd'hui est-ce qu'il faut y aller comme ça, tête baissée? Est-ce que j'ai l'impression que non quand même. Non, bien Donc, sûr, non, formez-vous, hein, formez-vous. Moi, je forme des gens ou formez-vous auprès d'autres, mais même s'il y a peu de gens vraiment spécialisés là-dedans, mais formez-vous parfois même auprès de marchands de biens ou autres spécialisés dedans. Mais déjà, commencez par aller en audience. Régulièrement, voir un peu comment ça se passe, vous vous mettez au fond de la salle, puis vous voyez un petit peu ces espèces de ballet, ce cirque, parce que c'est un ballet, hein, faut le dire, hein, il y a les avocats tout en noir, en robe d'avocat, les clients avec eux, on repère rapidement les marchands de biens, parce qu'ils sont quand même très très à l'aise, et ils discutent entre eux, et alors que la personne qui débute ou qui est jamais venue va être un peu impressionnée par la salle d'audience, parce qu'il y a quand même un juge, des assesseurs, c'est assez solennel, hein. Mais quand on est marchand de biens, moi le dernier que j'ai acheté, c'était plutôt tellement à l'aise qu'on en rigolait pendant l'audience. Et on s'est checké genre point contre point avec mon avocat. Enfin vraiment on était très très bien. Ouais. Et pour quelqu'un qui, moi je sais que la première fois que je suis venu en audience, jamais j'aurais fait ça. Enfin je veux dire, j'aurais trouvé ça hallucinant. Ouais, bah ouais, c'est sûr. Donc ouais, ça impose quand même pour ceux qui arrivent, qui sont un peu Exactement, débutants. ouais, le qui arrivent côté un peu là-dedans. solennel. Parce que c'est Ouais. quand même la justice, hein, mine de Ouais. rien. Oui, tu es dans un tribunal, hein, donc. Bien sûr, on a une greffière, un juge, des assesseurs, des avocats. On sent que c'est quand même, voilà, c'est ambiance cour d'assises, hein, donc. Mais quand on a l'habitude, après, Ouais, on ouais. est un peu comme chez soi. Ok, donc plutôt aller visiter. Moi, si je veux par exemple y aller, je vais au tribunal. Exactement. Toulouse, je vais aux audiences, Exactement. je vais visiter les biens avant. C'est ça. Je regarde Commencer sur à le faire site ses or. petits calculs, etc. À voir. C'est vraiment la meilleure méthode. Vraiment la meilleure méthode. Mais par contre, pas dès le premier bien qu'on voit sur un journal à 5 000 euros de mise à prix, prends un avocat et c'est parti. Non, non, il y a une petite période d'adaptation. D'accord. On va dire. Et tu revois beaucoup de gens régulièrement, du coup. C'est quoi à peu près la proportion de gens qui sont là tout le temps? On va dire c'est un petit 25%, un petit 30%. Ah ouais, Les seulement. marchands de biens, non, c'est très D'accord. peu de monde, hein. D'accord. Il y a beaucoup de visiteurs, beaucoup de gens qui viennent voir, beaucoup de gens qui viennent comprendre, des gens qui passent, qui font que passer. Mais par contre, c'est pour ça que quand on va régulièrement aux audiences, on repère vite les marchands de biens. Ils sont tout le temps là, assis aux mêmes places, ils se saluent entre eux, donc on les repère. Ok, et ils sont tout le temps avec le même avocat, du coup, c'est toujours le même partenaire. Exactement, Ouais. exactement. Toujours accompagné par la Donc même personne. ça se repère en fait, Ouais, vraiment ok. ça se repère. Puis on voit bien hein, que le gars qui a acheté 3 maisons en l'espace de 3 mois, on se doute bien que c'est pas un particulier. Ouais, c'est Surtout sûr. qu'il reste très calme, il sort de l'audience comme s'il sortait d'un resto, voilà, là, vous comprenez que c'est un marchand. Ouais, ok. Parce qu'il n'y a pas d'affect. Ouais, je comprends. Bon, mais c'est très clair, David, en tout cas, je pense, sur la vente aux enchères. J'ai vu, j'ai cru voir passer, du coup, que tu viens de monter aussi une boîte qui s'appelle Eden Rock, c'est ça? Ou un Ouais. réseau ou un service, je sais pas, tu peux nous en dire plus sur Ouais, ce que bien c'est? sûr, bien sûr. Alors, Edenrock, c'est quoi? C'est avant tout, d'abord, c'est une société de marchand de biens. Et puis là, on tâche en ce moment, vu qu'on est beaucoup engagé au niveau immobilier, que ce soit du locatif ou de l'achat-revente, bah, se diversifier. Parce que c'est dangereux d'avoir tout son patrimoine à 90% dans l'immobilier. Donc on tâche cette année d'équilibrer avec la partie business. Donc là, on commence à aller sur des club deals, à savoir qu'on va aux enchères, mais on propose à des gens qui veulent venir avec nous de mettre des billes dedans, donc de mettre de l'argent, et puis partager après la commission, pour faire travailler la société de marchand de biens, mais en tant que business. Avec un associé, on vient d'ouvrir une société de conciergerie, LCD. Là, on est en train de négocier des locaux en dur pour créer une agence immobilière. Donc là, vraiment, pour nous, 2022, c'est la partie business à fond. Et il y a encore 2 autres sociétés dans les cartons pour vraiment créer un écosystème autour de l'immobilier, qui soit pas que de l'immobilier pur, mais qui nous permette, avec nos connaissances, notre réseau, nos clients, etc., de rester dedans, mais d'équilibrer surtout notre patrimoine. Ok, très intéressant. Donc diversifier, travailler un écosystème en autosuffisance aussi finalement. Voilà, ça Il c'est te- pour la partie France. il Et te pour la partie manquera- internationale, on commence à investir là en Thaïlande, là où on a passé un petit peu de temps en début d'année. On a passé 4 mois en Thaïlande en début d'année, on a pu faire des contacts sur place, former des gens, et c'était super, vraiment un truc incroyable. Et du coup, là, on va bientôt partir sur une première opération d'achat-revente, donc sur l'île de Koh Samui en Thaïlande.
Et cet été, je suis allé à Bucarest, en Roumanie, pour voir un petit peu, pour vérifier mes hypothèses fiscales, business, etc. Et pareil, je pense que d'ici fin d'année, début d'année prochaine, on va commencer à investir là-bas. C'est chouette là parce que c'est des fonctionnements totalement différents, des réglementations différentes, des fiscalités différentes, des choses. Et par contre, c'est la même stratégie, Ouais. stratégie de diversification, Mais achat-revente. achat-revente, Ouais. mais en réalité, on va sans doute aussi faire un peu de locatif. Ok. Diversification, pour nous, c'est vraiment le maître mot cette année, donc business et à l'international, investir dans l'immobilier pour avoir une partie de nos patrimoines qui soit en baht thaïlandais et en monnaie roumaine. Ok. Ouais, c'est chouette. Pourquoi la Roumanie en particulier? Parce qu'en fait, j'ai étudié un peu les pays d'Est, voir un petit peu les conventions fiscales, les taux d'imposition. J'ai vraiment fait un travail d'étude d'investisseur, hein, en regardant un petit peu le PIB, l'évolution des prix, etc. J'ai vu par exemple qu'à Bucarest, les prix étaient encore inférieurs, les prix d'immobilier, à ceux qui étaient en 2008, avant la crise. Donc j'ai vu qu'il y avait encore du potentiel, j'ai fait mes calculs de renta, etc. Puis j'ai vu qu'il y avait un potentiel. Donc je suis allé sur place avec 2 contacts, vérifier ces hypothèses, et il s'avère que c'est très prometteur. D'accord, ok. Bon, bah, chouette, c'est des beaux projets, hein, franchement. Ouais, Et- on diversifie cette année. Ouais. On va dire, on renforce parce qu'on sait qu'on rentre un peu dans une période un peu, pas difficile, mais un peu chamboulée. Il va y avoir pas mal de volatilité, notamment dans l'immobilier. Et on tâche d'avoir des bases qui soient plus solides. Ouais, mais c'est chouette. Et donc tu bosses avec Laetitia, ton épouse? Oui, tout à fait. Vous bossez tous les deux ensemble maintenant? Elle était salariée à l'avant? Absolument, ouais. On était tous les salariés, tous les deux au bon poste. Poste de cadre, cadre sup, etc. On se voyait pas, donc on était plus coloc que mari et femme. Et puis on a décidé de changer. Et aujourd'hui, moi je m'occupe de tout ce qui... En fait, on a vraiment, dans notre fonctionnement, moi je travaille jusqu'à l'achat et elle fait ce qui se passe après. Ok. C'est-à-dire qu'elle est décoratrice intérieure de formation. Ce qui fait que moi, quand je vais acheter aux enchères ou par le biais de négociations ou un immeuble de rapport, et après elle va pouvoir prendre le relais pour la partie gestion, donner en mandat à des agences ou mettre en coloc, toute la partie décoration, ameublement et même optimisation, hein, réaménager les espaces, etc., jusqu'à la vente ou jusqu'à la location. D'accord, ok. Et ça fonctionne, c'est Ah, là-dessus, ce qui est hyper bien, ouais. complémentaire, quoi. Bah oui, c'est qu'on a Ouais. chacun notre mode notre plage, on va dire, de fonctionnement, ce qui fait qu'on se marche jamais sur les pieds. Et puis c'est quand je lui dis on a acheté ça qu'elle me dit ah ok. Et il faut le faire pour quand? Ah ok. Ok. Et ça démarre Bon, elle comme ça. subit le flux, quoi. Elle est un bout de chaîne, en fait. C'est ça. Elle a pas trop. Non, mais après elle a beaucoup de boulot, hein, mais en tout Ouais. cas voilà, c'est le rythme après. Ah ouais. Moi quand je suis en vacances, c'est là qu'elle commence à bosser. Ouais, d'accord. Ouais. Bon, finalement, vous voyez plus trop non plus, quoi. Non mais si ça va. ça Non, va, ouais, ça je va. plaisante. Et vous avez un enfant, tu disais, vous avez un fils, c'est ça? On a 2 fils, ouais. 2 fils. Un Ok. fils de 6 ans et un fils de 16 ans. Ok. Ouais. Ok. Bon, ça va, ça se gère du coup. Ouais, très bien. Ouais. Puis nous on met vraiment notre on va dire notre confort de vie au centre de la machine. Ouais. C'est pas on a des opérations et on fait en fonction. Tout à l'heure je parlais de la Thaïlande, en début d'année on s'est dit du jour au lendemain tiens on part en Thaïlande. On sait pas combien de temps, on est resté 4 mois finalement. Ah ouais. Donc, Euh, comment vous gérez la scolarité là, des enfants du coup? bah, on a mis moi je suis parti tout seul d'abord. Sans contact, sans rien, et puis sur place j'ai dû trouver d'abord un scooter à louer, puis une maison à louer, puis après inscrire les enfants à l'école et c'est parti. Ah, ok, donc ils ont fait un bout d'école là-bas, dans une Exactement. école française? École internationale, Internationale, mais très française. Ouais. D'accord. Et du coup, bah, génial. À tel point que notre fils de 6 ans, il m'a dit encore cette semaine, l'école de Thaïlande me manque là. Ah ouais, tu m'étonnes. C'est vraiment très particulier. C'est vraiment comme ce qu'on voit dans les films, hein, les uniformes pour les enfants, le petit bus qui vient les chercher devant la maison le matin, un cadre incroyable. Le retour en France, c'est pas difficile, mais presque. Les habitudes françaises, c'est quand même très différent. Quoi. C'est hyper enrichissant pour les enfants de vivre des expériences comme ça, c'est top Exactement. quoi. Ça Ah ouais. leur fait gagner en maturité à une vitesse. Ah mais complètement. Ouais. Ce qui fait que voilà, par rapport au système scolaire français, qui est pourtant très bon, hein, il y a quand même un gros décalage. Ouais, c'est sûr. Gros décalage. C'est sûr. Ok. Bon, mais merci David, c'est cool. Tu voudrais rajouter quelque chose là pour qu'on Non, conclure non, sur. tu vois, ça passe très vite, hein, moi, t'as vu. Bah ouais, écoute, Quand ça je suis passe. lancé, moi, Ah ouais. je peux pas rester la journée. C'est mon truc à Non, mais dire. c'est chouette, la vente aux enchères, écoute, c'est un sujet quand même qui est bon, que tout le monde connaît de très loin. Hein. Ouais. Vente aux enchères, tout le monde sait ce que c'est. Et Quoi. tout Il le y a monde pas- a il y un a pas de avis sujet. dessus en général. Voilà, tout le monde a un avis dessus.
tout le monde a surtout envie aussi, des fois. Je pense que Absolument. beaucoup ont envie d'aller là-dessus. Et malgré tout, c'est un milieu très initié. D'ailleurs, hier, on parlait de vente à réméré, qui est encore plus Ouais, exactement. confidentiel finalement, parce C'est que ça. franchement, c'est très complexe. D'ailleurs, je vous invite à écouter, je ne sais plus quel c'est le numéro de l'épisode, mais avec Jérémy Dolz qui nous parlait de ça. C'est aussi un univers très très particulier, qui est même, j'ai l'impression, un peu plus lugubre, quoi, parce qu'on a quand même la vie, l'endettement du mec pendant quelques années. Exactement. Quand ton intérêt, c'est que le gars paye pas, c'est comme le viager, c'est pas très positif. Ouais, voilà. C'est un peu plus aléatoire que les enchères. Les enchères, au moins, c'est fait, quoi. T'achètes pas, le mec, ça y est, il est déjà planté, donc en fait, Et au contraire, et nous, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner les gens qui sont dans une situation difficile. Ouais. C'est que nous, le côté humain, on y est très attaché. On sait que les gens, ils vivent des choses qui sont pas agréables, que nous-mêmes, on pourrait vivre. Des accidents de vie, ça peut arriver. On a un accident de truc, on perd son boulot, on se fait saisir, ça peut arriver à tout le monde, malheureusement. Donc nous, on accompagne vraiment les gens dans cet épisode difficile. Parce que des fois, t'achètes des biens où la personne vit dedans. Bien sûr, bien Ouais. sûr. C'est pour ça qu'on va les voir, on essaie de les comprendre, on essaie de voir de quoi ils ont besoin. Est-ce qu'ils ont besoin d'un petit peu de temps, un petit peu d'argent? Comment est-ce que nous, finalement, on peut les accompagner dans cette transition, en fait? Ok. Ouais, donc il y a aussi cette partie-là, quoi, quand même. C'est ça. Et du à coup, on est gérer. content de le faire par rapport à d'autres qui sont juste des vautours ou des requins. Nous, on est content d'avoir cette partie-là où on sait que les gens, quand on va acheter, on va pas les lâcher dans la nature et ils vont pas se sentir dépossédés de leurs biens. On va tâcher vraiment d'abord de les comprendre et ensuite de les accompagner. Ok, bon, très bien. Très bonne conclusion, Mm. en tout cas sur l'humain. C'est très bien. Bon, merci David. Tu retournes Aix du coup là, C'est cet ça. après-midi. Ouais, exactement. Ouais. Ok, bon ça va. Du coup, la route se fait bien là. Ah, ça va Il y a être cool. toujours du soleil normalement. sur Ouais, toute- exactement. En plus, toute on la est avec côte. Junior, la Junior Voilà. Son Mindset, ça passe très vite. Bon très, ça très va, vite. impec. Écoute, merci beaucoup David. On peut te retrouver sur Insta. Sur Insta, ouais, David, _, Combe. Et puis pour en savoir plus sur nos aventures d'investisseurs, en couple ou pas, et sur les enchères. Ok, à fait. parfait. Merci encore. À très bientôt. Merci à du toi, coup. merci à toi pour ton invitation, c'était cool. Avec plaisir. Vraiment. Salut, ciao. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore, je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money Tree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.